La pauvre veuve offrit un abri à un inconnu qui frappa à sa porte au milieu de la nuit. Mais le lendemain, elle vit son visage à la télévision. Claire Dubois, 37 ans, vivait seule depuis maintenant 11 mois dans une maison ancienne située à la lisière d'un petit village près d'Annecy. C'était une bâtisse en pierre claire couverte de mousse sur le toit que son mari et elle avaient restaurée avec soin. Depuis l'accident qui l'avait brutalement veuve, Claire y survivait plus qu'elle n'y vivait, traînant ses journées dans une routine figée entre le travail, les silences et les souvenirs. Chaque matin, elle quittait la maison à 7h30 pour rejoindre l'école primaire du village voisin, où elle enseignait depuis plus de 10 ans. Elle parlait peu, gardait ses collègues à distance polie et ne participait plus aux réunions de fin de semaine ni aux repas partagés. Les enfants l'appréciaient, certes, mais même eux sentaient en elle une ombre, quelque chose de lointain, d'irréparable. Le soir, elle rentrait, rangeait machinalement les mêmes objets, lisait des romans anciens et s'installait parfois près du feu pour broder, les gestes mécaniques lui permettant d'oublier brièvement l'absence pesante dans chaque pièce. Ce jeudi soir-là, le vent soufflait plus fort que d'habitude et la pluie battait les vitres avec insistance. Le vieux poêle ronronnait dans le salon, mais la chaleur peinait à combler le vide. Claire s'était installée dans son fauteuil préféré, une couverture sur les genoux, un roman de Colette entre les mains, mais elle relisait sans vraiment comprendre. La fatigue pesait sur ses épaules, mais le sommeil ne venait pas. Dehors, le village semblait englouti par l'obscurité, les lampadaires se balançant au rythme du vent. Il était près de 2h du matin quand elle entendit soudain 3 coups secs contre la porte d'entrée. Son cœur manqua un battement. Elle resta immobile quelques secondes, croyant d'abord avoir rêvé. Puis, un 4e coup, plus insistant cette fois, la tira de ses hésitations. Elle posa le livre, se leva lentement, son esprit déjà empli d'inquiétude. Qui pouvait frapper à cette heure-là, en pleine nuit, sous une pluie battante? Elle s'approcha de la porte sans faire de bruit, jeta un œil par le judas. Une silhouette se tenait là, trempée, les épaules rentrées, le visage à moitié dissimulé sous une capuche sombre. Elle hésita, la main sur la poignée. Les récits de cambriolage et de faux mendiants que l'on se murmurait parfois entre voisins revinrent à son esprit. Mais quelque chose dans l'attitude de cet homme, ou de cette ombre, semblait désespéré plutôt que menaçant. Elle recula légèrement, le souffle court. Et si c'était un piège? Et s'il forçait la porte dès qu'elle l'ouvrirait? Pourtant, un instinct ancien, plus fort que la peur, s'éveilla en elle. L'éducation qu'elle avait reçue, les valeurs de compassion transmises par ses parents, l'image de son défunt mari qui aurait, elle en était sûre, tendu la main sans réfléchir. Tout cela la poussa à tourner lentement la clé dans la serrure. Elle ouvrit la porte juste assez pour voir l'homme en entier. Il avait la quarantaine, les vêtements détrempés, le visage marqué par la fatigue, la barbe de plusieurs jours. Ses yeux cherchaient les siens dans l'obscurité du couloir. « Bonsoir », murmura-t-il, la voix rauque. « Je suis désolé de déranger à cette heure. J'ai raté le dernier train et il n'y a aucun hôtel ouvert. Mon téléphone est mort. Je ne cherche qu'un abri pour la nuit. Rien d'autre. » Claire le regarda longuement sans répondre. Il ne faisait aucun mouvement brusque, gardait les mains visibles, sa posture humble. Elle ne savait toujours pas s'il disait la vérité, mais sa sincérité semblait palpable. Il avait l'air perdu, tremblant. Elle s'effaça lentement sur le côté, ouvrant un peu plus la porte. « Vous pouvez entrer, dit-elle d'une voix neutre, mais juste pour la nuit. » Il hocha la tête, visiblement soulagé. Il ne sourit pas, ne remercia pas trop. Il se contenta de murmurer un simple merci en entrant, ôtant ses chaussures mouillées avec soin pour ne pas salir le parquet. Claire referma la porte, tourna la clé par réflexe, puis le conduisit au salon. Elle lui indiqua le canapé sans un mot, prit une couverture supplémentaire dans le coffre près de la cheminée et la lui tendit. L'homme s'y installa lentement, toujours silencieux, comme s'il craignait de déranger davantage. « Je m'appelle Julien », finit-il par dire. Elle acquiesça sans se présenter en retour. Il se pencha vers le feu, tendit ses mains glacées vers les flammes. Claire l'observait du coin de l'œil, tentant de décoder chaque geste, chaque expression. Son visage était fatigué, certes, mais pas menaçant. Il portait une alliance usée. Elle ne posa pas de questions. Après quelques minutes, elle se leva. « Je vais dormir. La salle de bain est là, si besoin. Et la cuisine, juste après. » Julien hocha à nouveau la tête. « Merci, madame. » Elle monta lentement l'escalier, mais une fois dans sa chambre,
Elle poussa la commode contre la porte et glissa la clé dans la serrure, juste au cas où. Puis elle s'allongea, les yeux ouverts dans l'obscurité, écoutant les craquements de la maison et le tambour de la pluie. En bas, le feu crépitait encore faiblement. Et dans son esprit, une question tournait sans fin. Qui était vraiment cet homme venu frapper à sa porte en pleine nuit? Le matin s'était levé avec une lumière pâle, filtrant à travers les rideaux de lin blanc de la chambre de Claire. Le silence de la maison avait quelque chose d'étrangement pesant, comme si elle pressentait que l'équilibre fragile de ses habitudes avait été ébranlé. Elle resta allongée un moment, fixant le plafond, écoutant les bruits en bas. Il n'y avait pas de pas précipités, ni de porte claquée, juste un léger frottement, comme un tissu qu'on déplie doucement ou un meuble déplacé avec précaution. Elle se leva sans hâte, remit son peignoir et descendit l'escalier sur la pointe des pieds, attentive au moindre son. En atteignant le palier, une odeur inattendue lui chatouilla les narines. Café fraîchement moulu, pain grillé, des odeurs qu'elle n'avait plus senties dans sa maison depuis des mois. La cuisine était baignée d'une clarté douce et tiède. Julien s'y tenait debout, vêtu de vêtements qu'elle ne lui avait pas vus la veille, probablement les siens, encore humides, qu'il avait laissés à sécher près du poêle. Il avait noué un torchon autour de sa taille et remuait doucement quelque chose dans une poêle. Claire resta un instant sans bouger, étonnée de le voir ainsi, comme s'il avait toujours fait partie du décor. Il se retourna en entendant ses pas. « Bonjour », dit-il calmement, presque timidement. « Je me suis permis de préparer un peu de café, j'ai trouvé du pain et des œufs. J'espère que cela ne vous dérange pas. » Elle le fixa interdite et répondit d'une voix encore ensommeillée. « Vous vous êtes levé tôt. » Il sourit faiblement. « J'ai l'habitude de ne pas dormir beaucoup, surtout ces derniers temps. » Elle prit place à la petite table près de la fenêtre, où 2 tasses attendaient. Il lui versa du café sans un mot de plus, puis s'assit en face d'elle. Durant de longues minutes, ils mangèrent en silence, chacun observant l'autre avec prudence. Claire étudiait ses gestes, son regard, la façon dont il tenait sa tasse à 2 mains, comme s'il cherchait à en tirer plus que de la chaleur. Julien, lui, semblait peser chacun de ses mots, comme s'il redoutait que tout ce qu'il dirait puisse éveiller la méfiance. « Vous avez pu sécher vos affaires ?» demanda-t-elle enfin. Il acquiesça. « À peu près, merci encore de m'avoir ouvert. Je sais que ce n'était pas évident. » Claire haussa les épaules. « Vous sembliez sincère. » Un silence suivit. Julien jouait avec une miette sur la table, son regard fuyant. « Je ne suis pas un mauvais homme, Madame Dubois, je vous le promets. » Elle fronça les sourcils, surprise qu'il connaisse son nom. Il s'en rendit compte aussitôt et ajouta « Vous avez un courrier posé dans l'entrée. Une facture EDF. Je l'ai vue par hasard. » Elle hocha la tête, encore méfiante. Il avait raison. Ce village était petit, mais elle savait être prudente. Elle n'aimait pas qu'on fouille dans ses affaires, même par inadvertance. Julien sembla ressentir sa gêne et se redressa. « Je vais partir après le petit déjeuner. Vous avez déjà fait assez. » Claire ne répondit pas. Elle n'était pas certaine de vouloir qu'il reste, mais elle ne voulait pas non plus le pousser dehors, sans comprendre un peu mieux ce qui l'avait conduit à sa porte. Et c'est à ce moment précis que la télévision restée en veille dans le salon s'alluma automatiquement. Le journal du matin débutait, accompagné d'un jingle reconnaissable. Julien se leva pour éteindre l'appareil, mais Claire fit un geste de la main. « Laissez. Je regarde souvent les infos le matin. » Il se rassit, mal à l'aise, pendant qu'une animatrice souriante évoquait les températures de la journée. Claire buvait lentement son café, écoutant distraitement, quand soudain le ton de l'émission changea. Une alerte urgente venait d'interrompre le programme. Nous venons de recevoir une information de dernière minute concernant l'affaire de disparition signalée à Lyon la semaine dernière. Le visage de l'animatrice devint grave. Claire se pencha instinctivement vers l'écran. Un portrait robot apparut. Puis, immédiatement après, une photo réelle. Un homme aux traits tirés, les yeux sombres, la barbe de quelques jours. Julien. Son cœur manqua un battement. Elle ne bougea pas, mais sentit tout son corps se tendre. La voix du présentateur annonçait qu'un certain Julien Morel était recherché par la police pour interrogatoire, suite à la disparition d'un cadre dirigeant d'une entreprise énergétique lyonnaise. Aucun détail n'était donné, si ce n'est que Morel avait été aperçu pour la dernière fois aux abords de Chambéry et qu'il pouvait être dangereux. Claire tourna lentement la tête vers l'homme assis à sa table. Il ne la regardait pas. Il fixait l'écran, les poings serrés sur ses genoux. Puis il détourna les yeux vers elle,
croisa son regard. Ils restèrent ainsi, figés, l'espace de quelques secondes, dans un silence presque assourdissant. « Ce n'est pas ce que vous croyez, dit-il enfin d'une voix rauque. » Claire se leva lentement. Elle ne cria pas, ne fit pas de geste brusque, mais son regard n'avait plus rien d'accueillant. « Et qu'est-ce que je suis censée croire ?» murmura-t-elle. Julien se leva à son tour, main levée, dans un geste d'apaisement. « Je ne vous veux aucun mal. Je ne suis pas un criminel. Mais je ne peux pas vous expliquer. Pas maintenant. » Elle recula d'un pas. « Vous devez partir. » Il acquiesça, baissant la tête. « Je comprends. Je suis désolé. Merci pour cette nuit. » Il rassembla rapidement ses affaires, sans tenter de se justifier davantage. Claire ne le suivit pas, ne lui ouvrit pas la porte. Il sortit seul, refermant derrière lui sans bruit. Lorsqu'elle entendit le loquet se rabattre, elle resta debout dans le silence soudain. L'odeur du café flottait encore dans l'air. Le pain était tiède, la poêle toujours sur la plaque chaude. Et sur l'écran, le visage de Julien continuait de défiler, accompagné d'un bandeau rouge criant « Recherché, dernière vue à Chambéry ». Claire sentit une sueur froide couler le long de sa nuque. Elle ne savait pas encore à quel point cette journée allait bouleverser le fragile équilibre qu'elle tentait de préserver depuis presque un an. Elle éteignit la télévision d'un geste brusque. Le silence revint. Mais quelque chose avait définitivement changé dans l'air de cette maison. Le reste de la matinée se déroula dans une tension presque irréelle. Claire avait tenté de reprendre le fil de sa routine, mais chaque objet dans la maison semblait désormais chargé d'une présence étrangère. La tasse que Julien avait utilisée, encore tiède 1 heure plus tôt, traînait sur la table comme une preuve de quelque chose qu'elle ne savait pas encore nommer. Le canapé portait l'empreinte de son passage et la couverture, repliée avec soin, trahissait une attention presque touchante. Pourtant, tout cela n'avait plus rien de rassurant. Le simple fait d'avoir partagé son toit avec un homme recherché, dont le visage s'étalait désormais sur tous les écrans, rendait la réalité instable, bancale. Elle s'habilla mécaniquement, noua ses cheveux en chignon comme chaque matin et quitta la maison sans avoir touché à son petit déjeuner. La pluie de la veille avait cessé, mais l'humidité s'était incrustée partout, alourdissant l'air et les pensées. En traversant le village pour se rendre à l'école, elle sentit les regards curieux ou distraits des voisins. Était-ce son imagination, ou certains d'entre eux savaient-ils déjà ce qui s'était passé? Une silhouette mouillée aperçue de loin, une voiture étrangère, un bruit de pas à l'aube. Dans un village comme celui-ci, les nouvelles circulaient à une vitesse propre, souvent sans fondement, mais toujours avec une précision étonnante dans les détails insignifiants. Une fois dans sa salle de classe, entourée de cahiers à corriger et de dessins colorés accrochés au mur, Claire tenta de se plonger dans le travail. Les enfants arrivèrent peu à peu, apportant avec eux une agitation rassurante. Les rires, les appels, les cartables ouverts en désordre composaient une bande-son familière qui l'éloignait temporairement du malaise. Pourtant, entre 2 phrases dictées au tableau, son regard se perdait souvent par la fenêtre, scrutant inconsciemment les abords de la cour, comme si Julien allait réapparaître à tout instant. Pendant la récréation, elle se réfugia dans la petite salle des professeurs. Là, son esprit, incapable de contenir plus longtemps l'angoisse sourde qui la rongeait, la poussa à chercher ce qu'elle n'avait pas osé la veille, des informations. Elle alluma discrètement l'ordinateur de la salle et tapa « Julien Morel Lyon disparition » dans le moteur de recherche. Les résultats s'affichèrent en quelques secondes. Il y avait plusieurs articles, certains très récents. Le premier titre, en majuscule, s'imposa à elle. Un ancien ingénieur accusé dans l'affaire du cadre disparu à Lyon. Claire cliqua, les mains légèrement tremblantes. Elle découvrit alors que Julien Morel avait été autrefois un ingénieur renommé dans le domaine de l'environnement, travaillant pour une grande entreprise énergétique, Ecorénov, basée à Lyon. Selon l'article, il avait quitté la société 3 ans plus tôt, après une série de désaccords internes. Certains journalistes parlaient de conflits idéologiques, d'autres de ruptures brutales et inexpliquées. Mais aucun ne semblait disposer d'informations claires sur ce qui s'était réellement passé. Le cadre disparu, un certain Alexandre Barneau, était l'un des hauts dirigeants de la même entreprise. Il avait été vu pour la dernière fois à la sortie d'un restaurant 3 jours plus tôt. Des témoins affirmaient avoir vu Barneau en compagnie d'un homme correspondant au signalement de Julien. Aucun corps n'avait été retrouvé, aucune demande de rançon n'avait été faite. Juste une disparition mystérieuse,
avec pour seul lien apparent cet ancien employé devenu quasi invisible depuis plusieurs années. Claire se recula dans son siège. L'homme qu'elle avait hébergé n'était ni un inconnu total, ni un criminel ordinaire. Il appartenait à un monde où les conflits prenaient une autre forme, plus souterraine, moins spectaculaire, mais tout aussi dangereuse. L'écologie, les entreprises énergétiques, les lanceurs d'alerte. Elle n'était pas naïve. Elle avait déjà lu, comme tout le monde, des histoires de scandales étouffés, de preuves disparues, de carrières brisées. En fermant l'article, elle réalisa que ses premières impressions, cette fatigue dans le regard de Julien, cette prudence dans ses paroles, prenaient soudain un autre sens. Il n'était pas seulement en fuite, il se protégeait. Et peut-être, inconsciemment, cherchait-il aussi à protéger ceux qu'il rencontrait. Était-ce pour cela qu'il n'avait rien volé? Qu'il avait quitté la maison sans rien demander de plus? À midi, elle rentra chez elle plus tôt que prévu. Le trajet lui sembla plus long, comme si chaque pas l'enfonçait davantage dans une histoire qui la dépassait. Lorsqu'elle ouvrit la porte, elle constata avec un frisson que tout était resté à sa place. Ou presque. Le salon semblait identique à celui qu'elle avait quitté le matin, mais il y avait un détail infime, imperceptible pour quiconque d'autre. Le tiroir de la commode, habituellement fermé, était entrouvert. Elle s'en approcha lentement, l'ouvrit complètement. Rien ne manquait. Mais les objets avaient été déplacés. Une boîte à bijoux déplacée de quelques centimètres, une photo d'elle et son mari légèrement de travers. Ce n'était pas un vol, c'était une recherche. Julien avait fouillé discrètement, peut-être par nécessité, peut-être par méfiance. Cette idée la troubla plus que tout le reste. Et puis, elle vit le papier plié posé sur la table de la cuisine, là où elle ne l'avait pas laissé. C'était un mot, écrit à la main d'une écriture droite, sobre. « Merci pour la confiance. Je n'oublie jamais ceux qui tendent la main. » Claire resta un moment figée devant cette phrase. Il ne l'avait pas menacée, pas suppliée. Il avait juste laissé un remerciement. Et un mystère plus grand encore. Son téléphone vibra soudain. Une notification d'actualité. Le cadre Alexandre Barneau, retrouvé vivant près de Grenoble, traumatisé, mais sain et sauf. Elle ouvrit l'article. Barneau avait été découvert dans une cabane de montagne, visiblement choqué mais indemne. Il n'avait encore rien déclaré à la presse. La police continuait à rechercher Julien Morel, mais l'urgence semblait différente. Le cadre n'avait pas été enlevé. Il s'était caché ou avait fui quelque chose. Quelque chose qui probablement ne figurait pas encore dans les rapports officiels. Claire posa le téléphone, le cœur battant. Une intuition naissait lentement en elle. Julien n'était pas le monstre que les journaux s'efforcèrent de décrire, et elle n'avait pas été idiote de lui ouvrir sa porte. Elle avait peut-être été, sans le savoir, témoin d'un fragment de vérité bien plus vaste qu'elle. Mais ce que cela signifiait pour elle, pour la suite, elle ne le savait pas encore. Tout ce qu'elle savait, c'est que son monde, cette maison silencieuse, cette routine figée, avait définitivement changé, et que le nom de Julien Morel ne cesserait plus de résonner dans son esprit. Claire passa l'après-midi dans un état de tension flottante, comme suspendue entre deux mondes. D'un côté, celui qu'elle avait toujours connu, ordonné, raisonnable, fait de gestes familiers et de repères rassurants. De l'autre, celui dans lequel elle semblait être tombée sans l'avoir choisi, incertain, mouvant, peuplé de demi-vérités et de noms évoqués à la télévision. Elle s'efforça de se concentrer sur ses tâches domestiques, nettoya la cuisine, rangea les assiettes, balaya le couloir, mais chaque geste manquait de naturel. À chaque bruit, elle se retournait. À chaque grincement du bois sous ses pas, elle s'arrêtait net. La phrase laissée par Julien sur ce petit bout de papier hantait ses pensées. « Merci pour la confiance. Je n'oublie jamais ceux qui tendent la main. » Elle ne savait pas si cela devait la rassurer ou l'inquiéter davantage. En fin d'après-midi, alors que le ciel commençait déjà à se teinter de gris, elle prit une décision. Elle ne pouvait pas continuer à vivre dans ce flou. Il fallait qu'elle sache. Il fallait surtout qu'elle affronte l'étrange mélange de crainte et de compassion qu'elle éprouvait pour cet homme. Sans vraiment y réfléchir, elle quitta la maison et prit la voiture pour faire quelques courses au petit supermarché du village voisin, comme elle le faisait parfois le samedi. En chemin, elle ne cessait de rejouer la matinée dans sa tête, le visage de Julien face au journal télévisé, son départ sans un mot de plus, cette discrétion presque douloureuse. Le retour se fit sous une fine pluie. Elle gara la voiture près de la maison
descendit avec les sacs et s'apprêtait à ouvrir la porte quand elle remarqua quelque chose. Un détail presque invisible pour quelqu'un d'autre, mais qui, pour elle, sonnait comme une alarme silencieuse. Le paillasson n'était plus droit. Elle l'avait toujours aligné soigneusement avec la marche. À présent, il était de travers, comme s'il avait été soulevé puis replacé à la hâte. Le cœur battant plus vite, elle déposa les sacs au sol, entra prudemment et referma la porte derrière elle sans allumer la lumière. Tout semblait à sa place. Le salon baignait dans une obscurité douce. Rien de visible n'avait été déplacé. Mais l'air avait changé. Un parfum léger, presque imperceptible, flottait dans la pièce. Un mélange de bois humide et de tissu ancien. Le genre d'odeur qu'on n'oublie pas. L'odeur de la veste que Julien portait la nuit où il avait frappé à sa porte. Claire déposa ses affaires, alluma discrètement une lampe près du canapé et observa les lieux. C'est dans le couloir menant à l'escalier qu'elle remarqua autre chose. La porte du placard, qu'elle gardait toujours fermée, était légèrement entr'ouverte. Elle s'approcha lentement, l'ouvrit d'un geste rapide, mais il n'y avait rien d'anormal. Aucun objet manquant, aucun signe de fouille évidente. Et pourtant, son intuition lui criait que quelqu'un était revenu ici, en son absence. Elle monta dans sa chambre, ouvrit les tiroirs, examina les documents. Tout était là et pourtant un trouble persistait. Elle redescendit, tenta de reprendre le cours d'une soirée normale, mais le malaise ne la quittait plus. Et c'est en préparant le dîner qu'elle aperçut enfin l'objet déplacé. Le petit cadre photo qu'elle gardait sur le rebord de la fenêtre, représentant elle et son mari à la mer, avait été tourné face contre la vitre. Un geste subtil, incompréhensible, mais réel. Elle sentit un frisson parcourir son dos. Ce n'était plus une simple coïncidence. Julien était revenu, peut-être pour chercher quelque chose, peut-être pour s'assurer de quelque chose. Mais il n'avait rien pris. Il n'avait pas endommagé la maison. Il avait juste été là. Le lendemain matin, elle reprit le chemin de l'école, les nerfs à vif. En pleine leçon, elle se surprit à écrire le prénom de Julien au tableau, au lieu de celui de l'un de ses élèves. Les enfants rirent, elle s'excusa feignant la fatigue. Mais au fond d'elle, un mélange étrange s'était formé. Elle ne craignait plus Julien. Elle craignait ce qu'il représentait. Cette faille dans sa réalité ordonnée, ce rappel brutal que le monde était plus complexe qu'un petit village et une vie bien rangée. En rentrant chez elle après les cours, elle trouva la boîte aux lettres entr'ouverte. À l'intérieur, rien d'anormal. Une publicité, 2 factures. Mais en dessous, un petit objet en plastique noir, emballé dans un sachet transparent. Elle le reconnut immédiatement. Un vieux modèle de clé USB. Aucun mot, aucun nom. Juste cet objet, glissé là comme une dernière énigme. Elle l'emporta dans la maison, le posa sur la table, le fixa longuement. Elle hésita pendant une bonne demi-heure. Était-ce un piège? Était-ce vraiment Julien qui l'avait laissé là? Et surtout, devait-elle l'ouvrir? Son vieil ordinateur, qu'elle n'utilisait presque plus, traînait encore dans une armoire. Elle le ralluma, déconnecté d'Internet, par simple précaution. L'appareil mit du temps à démarrer, grinça comme s'il sortait d'un long sommeil. Elle inséra la clé USB. L'écran afficha immédiatement son contenu, un dossier unique intitulé « Dossier A-B ». Elle l'ouvrit. À l'intérieur, des dizaines de fichiers. Tableur Excel, documents PDF, captures d'écran de courriel, photos de documents officiels. Elle cliqua au hasard. Les premiers fichiers évoquaient des relevés de pollution sur des cours d'eau, accompagnés de courriels internes entre ingénieurs et cadres supérieurs. On y lisait des phrases alarmantes. « Données à ne pas transmettre. Risque minime selon notre estimation. Traité en interne avant inspection gouvernementale. » Claire lut, incrédule. Les noms de l'entreprise Eco-Rénov apparaissaient à plusieurs reprises. Tout désignait une dissimulation d'activités industrielles nocives pour l'environnement. Un scandale environnemental, possiblement criminel. Et parmi les signataires de certains de ces mails, le nom d'Alexandre Barneau revenait plusieurs fois. Le cadre retrouvé traumatisé quelques jours plus tôt. Elle comprit alors que Julien n'était pas seulement un homme en fuite, il était détenteur de preuves, de vérités, peut-être même d'un projet plus vaste pour dénoncer ce qu'il savait. Il n'était pas un fugitif, il était un témoin, voire un lanceur d'alerte. Le souffle court, Claire éteignit l'ordinateur. Elle avait désormais entre les mains quelque chose de bien plus lourd qu'elle ne l'avait imaginé. Et elle était seule à décider quoi en faire.
Elle s'assit sur le canapé, le regard perdu dans le vide. L'homme qui avait frappé à sa porte une nuit pluvieuse n'avait pas choisi sa maison au hasard. Il avait vu quelque chose en elle. Et elle, désormais, ne pouvait plus prétendre qu'elle ne savait rien. Le monde de Claire venait de basculer encore une fois, mais cette fois, elle ne fuirait pas. Pendant toute la nuit, Claire ne ferma presque pas l'œil. Son esprit ne cessait de tourner autour des documents découverts dans la clé USB. Elle avait relu certains passages plusieurs fois, s'assurant qu'elle n'interprétait pas mal ce qu'elle avait vu. Il ne s'agissait pas de simples alertes écologiques. Les documents révélaient l'existence d'un système organisé de corruption et de falsification de données impliquant plusieurs cadres de haut niveau d'une multinationale française. L'ampleur des informations contenues sur cette petite clé noire dépassait largement le cadre d'une simple fuite. C'était un dossier explosif. Le lendemain matin, après avoir conduit ses élèves jusqu'à la salle de sport municipale pour une activité scolaire, Claire s'isola brièvement dans le bureau de la directrice en prétextant un appel personnel. Là, elle ouvrit discrètement son téléphone et tapa un nom qu'elle avait retenu des documents. Julien Morel, accompagné des mots-clés Écorénov, procès et Lyon. Plusieurs articles de presse plus anciens lui apparurent. L'un d'eux, datant d'environ 3 ans, portait le titre « Un ingénieur démissionne après un scandale interne étouffé ». Le nom de Julien était mentionné dans l'introduction. Il était alors présenté comme un jeune cadre prometteur, spécialisé en gestion des risques industriels, recruté par Écorénov pour ses compétences techniques et son intégrité. Le corps de l'article racontait qu'il avait quitté la société après avoir tenté en vain d'alerter ses supérieurs sur certaines pratiques douteuses de l'entreprise. Prélèvements falsifiés sur les rivières, retard volontaire dans les protocoles de sécurité, entente tacite avec des autorités locales pour éviter des amendes. L'enquête interne qui aurait pu faire éclater le scandale n'avait jamais abouti. L'article évoquait un dossier disparu et une réputation brisée. Julien avait quitté Lyon peu après, sans laisser d'adresse. Plus aucune mention de lui n'apparaissait dans les journaux depuis. Claire resta immobile, les yeux fixés sur l'écran de son téléphone. Elle comprenait désormais que ce qui était arrivé à Julien n'était pas le fruit du hasard, mais les conséquences d'une guerre discrète contre un système bien établi. Et maintenant, il courait toujours, mais avec de nouvelles preuves. Plus tard dans la journée, un nouveau développement troubla encore davantage la tranquillité déjà fragile de Claire. En fin d'après-midi, alors qu'elle corrigeait des cahiers dans sa cuisine, le son de la télévision resté en fond attira son attention. Une alerte d'actualité venait d'apparaître. Cette fois, ce n'était pas le visage de Julien à l'écran, mais celui d'Alexandre Barneau. Le cadre, dont la disparition avait déclenché la traque de Julien, venait d'être retrouvé vivant. L'info circulait déjà depuis la veille, mais les journalistes révélèrent désormais plus de détails. Barneau avait été interrogé par la police après avoir été récupéré près de Grenoble, visiblement en état de choc, mais sans blessure grave. Ce qui surprit Claire, c'est que les premiers éléments de l'enquête évoquaient non pas une agression ou un enlèvement, mais une fuite volontaire. Barneau aurait quitté la ville après avoir reçu des menaces, selon ses propres mots. Il aurait rencontré une personne anonyme, puis pris la fuite. Il n'avait pas encore confirmé s'il s'agissait de Julien Morel, mais son discours n'était pas celui d'une victime classique. À aucun moment il n'avait accusé Julien d'un acte de violence. Il semblait même hésitant dans ses réponses, comme s'il cherchait à éviter de parler de certains détails. Claire comprit que quelque chose de plus profond se tramait. Barneau avait peut-être découvert ce que Julien essayait de révéler. Peut-être même qu'il avait coopéré avant de prendre peur. Et la presse, manipulée ou simplement ignorante, construisait un récit bancal à partir de fragments mal compris. Elle éteignit la télévision, le cœur battant plus fort. Ce n'était plus une simple histoire d'hospitalité imprudente. Elle se retrouvait au centre d'une affaire nationale et elle possédait une pièce essentielle du puzzle. Elle reprit la clé USB, l'enferma dans une boîte métallique qu'elle rangea dans un placard fermé à clé, tout en gardant une copie des fichiers sur une carte mémoire qu'elle cacha dans la doublure de sa veste. Cette précaution lui parut nécessaire. Elle n'était pas une militante ni une spécialiste du droit, mais elle savait reconnaître le poids d'une vérité dangereuse. Et elle savait que les personnes capables de ce genre de dissimulation ne reculeraient devant rien pour préserver leurs intérêts. En fin de soirée, alors qu'elle préparait une infusion dans sa cuisine, son téléphone vibra. Un message inconnu, sans signature, venait d'arriver.
Vous avez vu les nouvelles? Maintenant, vous savez pourquoi je suis parti. » Le message était bref, sans appel. Julien, il savait qu'elle suivait les événements. Et il lui rappelait, d'une manière silencieuse, qu'il n'était pas le monstre que les journaux décrivaient. Claire s'assit, le regard fixé sur la tasse fumante. Les battements de son cœur résonnaient dans ses tempes. Elle ne pouvait pas ignorer ce qu'elle savait. Mais agir seule serait suicidaire. Elle n'avait ni les moyens ni les contacts nécessaires pour publier ces informations de manière sûre. C'est alors qu'elle repensa à une journaliste dont elle avait entendu parler à la radio quelques mois plus tôt. Manon Vallier, une enquêtrice indépendante basée à Paris, spécialisée dans les affaires d'environnement et de corruption d'entreprise. Elle avait révélé plusieurs scandales ces dernières années, malgré les pressions et les tentatives de censure. Sans plus réfléchir, Claire prit son ordinateur, chercha le site de la journaliste, trouva un formulaire de contact sécurisé et rédigea un court message anonyme. Elle se présenta simplement comme une citoyenne en possession d'éléments liés à une affaire de santé publique et de corruption dans le secteur énergétique. Elle proposa d'envoyer un premier extrait de documents pour évaluer leur pertinence. Elle joignit un dossier contenant 3 fichiers. Pas les plus sensibles, mais suffisamment parlants. Puis elle envoya le message, en croisant les doigts pour qu'il tombe dans les bonnes mains. Elle savait qu'elle venait de franchir une ligne invisible mais irréversible. Elle n'était plus spectatrice. Elle devenait actrice, même si ce n'était pas son choix initial. Et pendant qu'elle refermait son ordinateur, un bruit léger résonna dehors, comme une branche qui craque sous un pas. Elle s'approcha lentement de la fenêtre, balaya du regard son jardin plongé dans l'obscurité. Rien ne bougeait, mais elle sentit, pour la première fois depuis longtemps, que l'invisible avait désormais un poids. Julien n'était peut-être pas loin, mais surtout, ceux qu'il dérangeait non plus. Le lendemain matin, alors que Claire s'apprêtait à quitter la maison pour une journée d'enseignement ordinaire, 2 silhouettes inconnues apparurent à travers la brume matinale, stationnées devant le portail. Elle les observa un instant par la fenêtre avant de sortir. Les 2 hommes portaient des manteaux civils, mais leur démarche rigide, leur posture droite et l'intensité de leur regard ne laissaient aucun doute. Ce n'étaient pas de simples visiteurs. Ils se présentèrent rapidement comme membres de la police judiciaire, sans brandir immédiatement leur badge, comme s'ils voulaient jauger d'abord la réaction de Claire. L'un d'eux, le plus âgé, prit la parole avec une politesse distante. « Madame Dubois ?» Inspecteur Lemoine. « Voici mon collègue, lieutenant Vargas. Nous menons une enquête dans la région concernant un individu aperçu ces derniers jours. Nous aurions quelques questions, si vous nous permettez. » Claire hocha lentement la tête, masquant de son mieux le frisson qui lui traversa la colonne vertébrale. Elle les invita à entrer. Ils s'installèrent dans le salon et elle resta debout, les mains jointes devant elle, comme si cela pouvait contenir le trouble intérieur qui menaçait de l'envahir. Les agents n'étaient pas agressifs ni accusateurs, mais la précision de leurs questions témoignait d'une préparation minutieuse. « Avez-vous remarqué des mouvements inhabituels autour de votre maison ces derniers jours? Des inconnus? Des bruits nocturnes ?» Claire répondit calmement, choisissant chaque mot avec soin. Elle évoqua une nuit de pluie où elle avait entendu du bruit à l'extérieur, mais rien de suffisamment clair pour alerter la police. Elle précisa qu'aucun vol n'avait eu lieu et que sa maison n'avait pas été visitée selon elle. Les inspecteurs échangèrent un regard, puis Lemoine reprit « Nous avons reçu un témoignage signalant la présence d'un homme correspondant à un profil recherché dans votre quartier. Nous menons des vérifications. Rien d'accusatoire à ce stade, rassurez-vous. » Claire hocha à nouveau la tête. Elle remarqua alors que Vargas observait attentivement les alentours, comme s'il cherchait à détecter quelque chose de déplacé, une faille dans le décor. Il se leva soudain et s'approcha de la fenêtre qui donnait sur la rue. « La maison voisine, là, indique-t-il. Il y a des caméras de surveillance sur la façade. Vous êtes en bons termes avec vos voisins ?» Claire répondit que non, qu'elle échangeait peu avec les habitants d'à côté, mais qu'il n'avait jamais eu de conflit. Lemoine nota l'information dans un carnet. « Nous allons consulter les images, au cas où elles pourraient nous aider à mieux comprendre les déplacements de certains véhicules dans la zone. Cela ne vous dérange pas ?»« Non, bien sûr, » répondit-elle d'une voix presque inaudible. Après quelques autres questions sur ses habitudes, son emploi du temps et les jours précis de la semaine passée, les policiers se levèrent. Avant de partir, Lemoine lui tendit une carte. « Si jamais vous vous souvenez de quoi que ce soit, même un détail insignifiant, n'hésitez pas.
Ce genre d'enquête avance souvent grâce à de petits éléments. Claire referma la porte avec précaution après leur départ. Le calme revenu paraissait artificiel, presque douloureux. Elle resta un long moment adossée à la porte, le regard vide, les mains froides. L'inspection s'était déroulée sans agressivité, mais leur passage était un avertissement silencieux. Les choses s'accéléraient. Ils étaient proches, trop proches. Elle se précipita vers le jardin, marchant lentement jusqu'au vieux mur de pierre derrière la maison. Là, dans un angle dissimulé par un pot cassé, elle souleva une tuile plate qui protégeait autrefois un trou fait par l'humidité. C'est là qu'elle découvrit ce qu'elle redoutait et espérait à la fois, un petit paquet enveloppé dans un sac en plastique noir. Elle le ramassa, retourna dans la maison et le déballa sur la table de la cuisine. C'était bien une autre clé USB. Cette fois, il y avait une étiquette scotchée dessus. Données non sécurisées à usage unique. Julien l'avait laissée là. Elle ne savait pas quand, ni comment, mais il était revenu dans le jardin malgré les risques. Il avait pris la peine de cacher un second ensemble de fichiers. Était-ce une sauvegarde, un complément, une autre version? Claire se sentit envahie par une pression écrasante. Les policiers étaient passés à quelques mètres du lieu où elle venait de trouver des données potentiellement explosives. Elle ne pouvait plus garder cela dans un simple tiroir. Elle décida de ne pas l'ouvrir immédiatement. Cette fois, elle prendrait plus de précautions. Elle se rendit dans une boutique d'informatique d'occasion dans une ville voisine, acheta un vieil ordinateur portable pour une somme modique, paya en liquide et l'utilisa pour lire la nouvelle clé sans jamais le connecter à Internet. Les fichiers étaient encore plus dérangeants que ceux de la première clé. Enregistrements audio de réunions internes, tableaux comparatifs montrant la baisse intentionnelle des normes de qualité de l'eau, rapports de maladies recensées dans les villages situés en aval des installations de l'entreprise. Il y avait également des échanges cryptés entre plusieurs cadres où l'on évoquait des risques médiatiques et la nécessité de neutraliser certaines voix trop insistantes. Claire comprit alors qu'elle ne pouvait pas se contenter d'attendre. La journaliste de Paris, Manon Vallier, devait recevoir tous les documents. Elle accéléra la procédure. Elle utilisa un VPN, un navigateur sécurisé, et transmit une archive chiffrée avec un mot de passe accompagné d'un message « Si vous recevez ceci, c'est que je prends un risque réel, mais vous devez savoir, et faire savoir. » Le soir venu, alors que Claire tentait de retrouver un semblant de normalité, une voiture ralentit devant sa maison. Les phares restèrent allumés plusieurs secondes, avant que le véhicule ne redémarre lentement. Claire, depuis l'ombre de sa cuisine, observa sans bouger. Elle ne reconnut pas la voiture. Ce n'était pas la police. C'était un autre type de présence, moins officielle, plus insidieuse. Elle ferma tous les volets, verrouilla les portes et monta dans sa chambre avec l'ordinateur sous le bras. Avant de se coucher, elle plaça une chaise contre la poignée, comme elle l'avait fait la première nuit où Julien était entré chez elle. Elle n'avait plus peur de lui. Elle craignait désormais ceux qui le dérangeaient. Ce n'était plus une simple affaire entre deux inconnus, c'était un engrenage, et elle y était prise, parce qu'elle avait ouvert une porte, parce qu'elle avait tendu la main, parce qu'elle avait choisi, finalement, de ne pas détourner les yeux. Cette nuit-là, Claire dormit peu. Ses rêves étaient tentés par des scènes imprécises. Un homme fuyant dans un couloir, des documents épars, des ombres mouvantes sur des murs blancs. Au réveil, ses pensées se précipitèrent sur le paquet découvert la veille. La nouvelle clé USB contenant des preuves compromettantes supplémentaires. Ce n'était plus un simple dossier caché, mais une arme lourde dans une guerre invisible. Elle la garda près d'elle, retenant chaque respiration. Après avoir conduit les enfants à l'école, elle rentra chez elle et posa la clé sur la table de la cuisine. Le silence de la maison paraissait plus dense, comme si chaque objet portait un poids. Elle hésita longuement avant d'allumer l'ordinateur acheté la veille. Le dispositif ronfla, cliqueta et finalement s'alluma dans l'obscurité du matin. Elle copia d'abord les fichiers sur un disque dur externe, puis ouvrit la clé USB. Les dossiers étaient intitulés avec des acronymes complexes, certains semblant être des codes internes. Elle ouvrit un dossier « Réunion interne » Q1 2024. Là, elle trouva des enregistrements audio. Elle cliqua sur le premier fichier, une voix grave, légèrement étouffée, discutant des coûts de traitement de l'eau, mentionnant l'ajout d'un agent neutralisant aux rejets industriels pour masquer les concentrations réelles de pollution. Dans le même enregistrement,
Un interlocuteur suggérait « Nous devons calmer les voix trop audacieuses. Trop de bruit attire l'attention. » Son cœur manqua un battement. Elle se dit que ce n'était pas suffisant pour lancer une procédure publique. Elle ouvrit un autre dossier. Correspondance interne, code 47IE. Des mails avec un format inhabituel entre un ingénieur du site et un cadre de direction. Les mails cités montraient une stratégie claire, présenter une façade irréprochable aux contrôleurs officiels tout en continuant les pratiques illégales dans l'ombre. Il y avait même un planning de parade médiatique à activer si les médias enquêtaient. Ces documents étaient explosifs. Après avoir parcouru les contenus une dernière fois, Claire ferma l'ordinateur. Le poids de la responsabilité l'écrasait. Elle ne pouvait pas garder cela pour elle. Mais elle ne pouvait pas agir sans précaution. Elle se souvint de Manon Vallier, la journaliste enquêtrice à Paris. Elle avait déjà reçu quelques documents initiaux. Si Manon acceptait de publier tout cela de façon sécurisée, avec anonymat, les preuves pourraient éclater au grand jour et faire plier les responsables. Mais les risques pour Julien, et pour elle, seraient immenses. Elle rédigea un message prudent, sans nom à Manon. « J'ai trouvé des enregistrements, des mails, des preuves contre une multinationale. Mais je ne peux pas envoyer tout ça sans garantie. Pouvez-vous m'assurer la protection de la source ?» Elle accompagna ce message d'un extrait chiffré, un seul audio tronqué, suffisant pour prouver le sérieux mais pas assez pour identifier des visages ou des voix trop familières. Puis elle encrypta l'envoi, utilisa un canal sécurisé et attendit pendant plusieurs heures. Chaque minute lui parut une éternité. Dans l'après-midi, une réponse arriva, courte mais prometteuse. « J'ai bien reçu votre extrait. Si vous pouvez fournir plus, je peux lancer une publication sécurisée. Prenons rendez-vous dans un lieu neutre. » Le nom et le lieu proposés n'étaient pas ceux qu'elle connaissait. Ils semblaient choisis pour ne pas détourner l'attention. Claire sentit une tension nouvelle vibrer dans son sang. Elle avait plongé dans une affaire qu'elle ne maîtrisait pas, mais qui exigeait désormais de la précision. Le soir tombé, elle verrouilla soigneusement la maison. Son téléphone vibra soudain. Un SMS interrogatif, sans nom. « Vous n'êtes pas seule. » Claire pâlit. Elle avait l'impression d'être écrasée par les regards invisibles. Elle monta dans sa chambre, passa en revue les tiroirs, vérifia les fenêtres, mais ne trouva rien d'inhabituel. Pourtant, l'angoisse prenait le dessus. Les jours suivants, elle distribua son temps entre l'école et la surveillance de ses propres pas. Elle évita les trajets superflus, ne sortit qu'à la lumière du jour, effaça les traces numériques autant que possible. Elle guettait le retour d'un message de Manon, une instruction, un signal. Et puis un soir, alors qu'elle rentrait de l'école plus tard que d'ordinaire, elle trouva sur sa table une enveloppe scellée. À l'intérieur, un pli unique contenant une carte et un mot court « Mercredi midi, lieu, pont de la Savoie, branche sud. Soyez seul. » Son pouls accéléra. L'idée d'un rendez-vous l'effrayait, mais elle comprit qu'elle ne pouvait plus reculer. Les preuves étaient désormais trop grosses pour rester dans l'ombre. Si elle refusait ce rendez-vous, celui qui avait laissé la carte, qu'il soit Julien ou une tierce partie, pourrait interpréter cela comme un retrait ou une faiblesse. Elle se sentait engagée, liée à cette mission malgré elle. Elle prit une profonde inspiration, rangea les documents dans une sacoche discrète, éteignit les lumières et attendit le jour fatidique. Le mercredi matin, Claire se réveilla avant le lever du jour. L'air dans sa chambre était dense, comme figé par l'appréhension. Elle prépara mécaniquement un café, rangea quelques documents dans un sac discret, choisit des vêtements sombres et neutres, puis vérifia l'adresse notée sur la carte reçue. Le pont de la Savoie, branche sud. Un lieu en périphérie, isolé, peu fréquenté. Elle partit à pied jusqu'à la gare, prit un train vers Chambéry, descendit 2 arrêts avant pour ne pas éveiller l'attention, puis marcha les derniers kilomètres, jetant régulièrement des coups d'œil derrière elle. À midi pile, elle arriva au point de rendez-vous. Le pont enjambait une rivière paisible, entourée d'arbres encore dénudés malgré le printemps. Aucun signe apparent de présence. Elle attendit quelques minutes, le cœur battant. Puis une silhouette s'approcha lentement. Une femme petite, vêtue d'un manteau noir, capuche rabattue. Elle leva la tête. Claire reconnut aussitôt Manon Vallier, la journaliste qu'elle avait contactée. Son visage était plus jeune que ce qu'elle avait imaginé, mais son regard trahissait l'expérience de celle qui avait déjà vu les mécanismes du pouvoir se refermer sur les gens ordinaires. « Claire ?» dit-elle simplement. Elle hocha la tête. « Vous avez les documents ?»
Claire lui tendit une copie du disque dur, soigneusement emballé dans une pochette imperméable. Manon le prit, ne l'ouvrit pas, le glissa dans un sac. « Je travaille avec 2 autres journalistes indépendants. Nous allons vérifier tout ça rapidement. Si ce que vous dites est vrai, ça peut être énorme. Je vais sécuriser la publication, anonymiser les sources. Et vous devez disparaître pendant quelques jours. Avez-vous un endroit sûr ?» Claire réfléchit un instant, puis répondit « J'ai une tante à Carpentras, elle ne sait rien. Elle croit que je prends quelques jours de repos. » Manon acquiesça. « Bien, partez ce soir. Et n'utilisez aucun téléphone personnel. Je vous contacterai par courrier. On va les exposer, tenez bon. » Elles se quittèrent sans autre mot. Claire rentra à Annecy, changea rapidement de vêtements, prépara un sac léger et prit la route dans la nuit, laissant derrière elle une maison silencieuse et vide. Le lendemain, elle reçut un appel d'un numéro inconnu sur un vieux téléphone qu'elle avait gardé éteint. Une voix mécanique lui annonça simplement « C'est lancé, restez à l'écoute ». Puis, la ligne coupa. À partir de ce moment, tout s'accéléra. Le jeudi matin, plusieurs sites d'investigation publièrent simultanément une série d'articles sous le titre commun « Pollution, silence et corruption ». L'enquête sur Ecorénov. Des extraits de mails, des transcriptions d'enregistrements, des copies de documents, tout y était. Le nom de Barneau apparaissait dans les échanges. Julien Morel était mentionné comme l'ingénieur lanceur d'alerte, sans que sa localisation ne soit dévoilée. Les réactions furent immédiates. Les réseaux sociaux s'enflammèrent. Des élus locaux réclamèrent une enquête parlementaire. Le ministère de l'Environnement promit des vérifications. Les dirigeants d'Ecorénov publièrent un communiqué niant toute malversation, accusant des manipulations malveillantes. Mais le mal était fait. Les preuves étaient trop nombreuses, trop précises. Ce même jour, en début de soirée, Claire reçut un appel de la police de Chambéry. Ils avaient retrouvé sa voiture garée près de la gare, étaient passés chez elle sans résultat. Ils souhaitaient échanger au plus vite avec elle pour garantir sa sécurité et comprendre ses éventuelles connexions avec Julien Morel. Claire sentit que le filet se resserrait. Ils ne savaient peut-être pas tout, mais ils avaient compris qu'elle n'était pas une simple enseignante témoin d'un passage furtif. Ce fut cette nuit-là qu'elle comprit qu'elle ne pourrait plus vivre comme avant. Et ce fut aussi cette nuit-là qu'on tenta de l'en dissuader physiquement. Vers 2 heures du matin, alors qu'elle séjournait discrètement dans une chambre d'amis chez sa tante, quelqu'un s'introduisit dans le jardin. Une silhouette noire escalada la clôture, brisa une lampe extérieure, puis tenta de forcer la porte de la véranda. Le bruit réveilla Claire, qui par réflexe attrapa un objet lourd dans la cuisine et alluma les lumières. L'intrus prit la fuite immédiatement, sans confrontation. Mais le message était clair. Elle avait été suivie, repérée. Le lendemain, elle appela Manon depuis une cabine. La journaliste confirma que d'autres alertes similaires avaient été signalées dans la nuit, chez 2 journalistes ayant participé à la publication. Ils n'avaient rien volé mais laissé des traces, des papiers déplacés, des dossiers vidés puis remis à l'envers, des gestes symboliques, de l'intimidation. « Nous allons tout enregistrer. Nous avons averti la presse étrangère. »« Trop tard pour eux, » dit Manon avec fermeté. Le jour suivant, 2 inspecteurs de la brigade de répression de la corruption se présentèrent à l'école d'Annecy où Claire travaillait. Elle n'y était plus. Mais le directeur fut interrogé. Sa disparition fut notée comme suspecte. Elle reçut un message codé de Manon l'en informant « Il cherche des témoins à discréditer. Tiens bon, ne te montre pas. » C'est alors que Claire prit la décision qui allait changer le cours de l'histoire. Elle contacta une avocate spécialisée en droit de l'environnement dont le nom avait été mentionné dans un ancien article. Elle accepta de la rencontrer dans un lieu neutre. Claire lui transmit une déclaration manuscrite dans laquelle elle expliquait comment elle avait reçu les documents sans nommer Julien en insistant sur l'importance de protéger les sources. L'avocate prit le dossier et l'ajouta à une plainte collective déjà en préparation. Dans les jours qui suivirent, les choses s'accélérèrent encore. Des parlementaires reprirent les accusations portées contre Ecorénov. Des plaintes furent déposées par plusieurs ONG. Des vidéos circulèrent sur les réseaux sociaux montrant des rivières polluées. Des enfants malades dans des villages voisins des installations. Le scandale était national. Mais Claire, elle, restait cachée. Sa maison à Annecy avait été fouillée, officiellement sous mandat. La presse locale commençait à évoquer son nom.
Des photos d'elle circulaient, souvent associées à celui de Julien. On la disait complice, protectrice, femme de l'ombre. Mais personne ne savait où elle était. Personne ne savait qu'elle n'était pas en fuite. Elle se préparait pour la suite, car ce n'était plus une affaire privée, c'était un combat public, et elle n'allait pas s'en écarter. Dans le silence presque religieux de la maison de sa tante, à Carpentras, Claire passait ses journées à analyser les conséquences de chaque choix fait au cours des dernières semaines. Elle suivait les journaux sans relâche, consultait les fils d'actualité sous pseudonyme, notait chaque détail qui pouvait signifier une évolution dans l'affaire Ekorenov. Les articles ne parlaient plus seulement de documents fuités ou de suppositions. Il était désormais question de responsabilité environnementale, de santé publique, de failles administratives, de complicités internes à l'État. La journaliste Manon Vallier avait pris une ampleur nationale, invitée à des plateaux télévisés, mais toujours prudente, ne révélant aucune source. Le nom de Julien Morel, bien que toujours associé à l'affaire, était présenté de plus en plus comme celui d'un lanceur d'alerte courageux, et non comme un criminel en fuite. Pour Claire, pourtant, chaque jour d'avancée médiatique était aussi un jour d'isolement croissant. Elle sentait le danger s'éloigner, mais elle se savait encore vulnérable. Elle ne dormait que d'un œil, vérifiait les issues 2 fois avant de s'allonger. Les forces qui avaient tenté de la faire taire n'avaient pas disparu. Elles attendaient, elles observaient, et peut-être planifiaient encore. Un matin, alors que la tante de Claire était partie faire des courses, une pensée revint avec insistance. Et si Julien avait laissé d'autres indices, des liens supplémentaires? Les documents étaient complets, certes, mais quelque chose en elle lui murmurait que l'homme n'était pas du genre à tout confier en une seule fois, ni à tout centraliser sur des dispositifs numériques aussi vulnérables que des clés USB. Elle repensa aux métadonnées de certains fichiers. Un enregistrement, notamment, portait la mention d'un nom qu'elle n'avait pas su identifier au départ, Léa R. Elle se souvint d'un fragment audio où Julien disait « Je parlerai à Léa, elle a tout noté depuis le début ». Elle chercha dans les fichiers les plus anciens. Dans un mémo PDF, une phrase apparaissait « Contact terrain, LR, ex-biomasse Lyon, site secondaire ». Cela ressemblait à une piste. Claire alluma son téléphone secondaire, celui qu'elle n'avait jamais connecté à son compte principal, et chercha sur des annuaires professionnels. Elle finit par trouver une ancienne collaboratrice du nom de Léa Rivière, ingénieure en bioanalyse, licenciée après avoir dénoncé des anomalies sur des prélèvements dans les installations d'Ekorenov. L'article qui mentionnait ce fait datait de 2 ans. Elle n'avait plus de traces publiques depuis. Claire décida de se rendre discrètement à l'adresse professionnelle indiquée dans le vieil article. Il s'agissait d'un laboratoire désaffecté à quelques kilomètres de Valence. Elle prit un train, marcha 2 kilomètres jusqu'à un vieux hangar recouvert de graffitis. Le lieu semblait abandonné. Mais à l'arrière, une porte métallique était entr'ouverte. Elle frappa doucement, par 3 fois. Une voix de femme répondit, méfiante. « Qui êtes-vous » ? « Je suis une amie de Julien Morel. » Un long silence suivit. Puis la porte s'ouvrit lentement. Une femme d'environ 40 ans, les cheveux attachés, l'air fatigué mais alerte, la fixa intensément. « Suivez-moi » dit-elle simplement. À l'intérieur, l'ancien laboratoire avait été réaménagé de façon artisanale. Des boîtes empilées, des papiers classés à la main, un ordinateur sous une bâche et des thermos de café sur une étagère. Claire expliqua rapidement comment elle avait connu Julien, sans tout révéler, mais en livrant suffisamment d'éléments pour établir la confiance. Léa hocha la tête à mesure qu'elle parlait, comme si chaque mot confirmait quelque chose qu'elle savait déjà. « Il m'a dit qu'il vous avait rencontré. Il vous faisait confiance. Il m'a demandé de garder une copie d'une partie de ses archives au cas où il lui arriverait quelque chose. » Claire retint son souffle. « Vous les avez toujours ?»« Oui. Et plus que ça, j'ai des notes, des journaux, des prélèvements que j'ai analysés en secret. Ekorenov a tué des dizaines de personnes lentement. Et ce n'est pas fini. » Léa ouvrit une mallette posée au sol. À l'intérieur, des carnets manuscrits, des photos aériennes, des résultats de tests de toxicité. Claire feuilleta les pages. C'était un complément parfait aux données numériques, des éléments concrets, difficiles à contester. Ensemble, elles préparèrent une nouvelle archive. Léa lui tendit une enveloppe scellée. « Amenez cela à Manon. C'est notre meilleure chance. Si ces documents sont croisés avec ceux déjà publiés, ils prouvent l'intention. Et l'intention, c'est ce qui transforme un scandale en crime.
En quittant le laboratoire, Claire se sentait lourde mais décidée. Sur le chemin du retour, elle se sentit suivie. 2 fois, elle s'arrêta brusquement, regarda derrière elle. Personne. Pourtant, la sensation persistait. Elle monta dans un train, changea de wagon au dernier moment, descendit 2 arrêts avant. Une prudence instinctive. À son retour chez sa tante, un pli l'attendait. Pas envoyé par la poste, glissé sous la porte. Une enveloppe Kraft, sans timbre. À l'intérieur, une seule photo. Elle y figurait prise de dos devant la maison de Léa. À ses côtés, flou mais reconnaissable, Julien. L'image datait visiblement de leur dernière rencontre. En bas de la photo, une phrase manuscrite écrite d'une main qu'elle identifia aussitôt. « Tu n'es pas seule. Merci de ne pas avoir reculé. » Elle s'assit sur le canapé, l'enveloppe sur les genoux. Le monde autour d'elle semblait s'être rétréci, chaque élément prenant une place nouvelle, plus précise. Julien était vivant. Il l'observait. Il veillait peut-être encore à sa manière. Mais surtout, il avait vu. Il avait compris que Claire avait choisi. Non pas par hasard, non pas par faiblesse, mais parce que certaines vérités ne peuvent pas rester cachées. Parce que certains gestes, aussi simples qu'ouvrir une porte par une nuit de pluie, peuvent déclencher des mouvements irréversibles. La photo glissée sous la porte de sa tante agit sur Claire comme un choc électrique. Jusqu'à cet instant, elle ne savait pas si Julien était encore en liberté, encore vivant, ou même encore présent en France. Ce cliché, aussi furtif soit-il, confirmait plusieurs choses à la fois. Il l'avait vu, il suivait les événements, et surtout, il lui faisait encore confiance. Ce geste silencieux avait un poids immense. C'était plus qu'un signe de reconnaissance. C'était un appel. Le lendemain matin, Claire se leva avec une énergie inhabituelle. Sa peur, bien que présente, avait été remplacée par une forme de résolution froide. Elle passa la journée à relire tous les documents collectés depuis son premier contact avec Julien. Elle recoupa les dates, relut les messages de Manon, relança quelques contacts discrets pour vérifier l'évolution de l'enquête. Les médias avaient continué à creuser. Des manifestations avaient éclaté devant les sièges régionaux des Corénov. Une commission d'enquête parlementaire avait été lancée. Mais Julien restait invisible, et ses détracteurs continuaient de le désigner comme l'instigateur d'un complot. Il fallait que son nom soit lavé publiquement, et pour cela, il fallait qu'il reparaisse. Ce fut 2 jours plus tard qu'elle reçut un nouveau message. Une enveloppe glissée dans le casier à journaux, sans trace d'écriture extérieure. À l'intérieur, une feuille pliée en 4 avec ces quelques mots « Demain, 18 h, dépôt ferroviaire désaffecté, chemin de la Tuilerie. » Viens seule. Elle comprit aussitôt qu'il s'agissait de Julien. Ce genre de rendez-vous pouvait être un piège, elle le savait, mais elle sentait au plus profond d'elle-même que c'était nécessaire. Le lendemain, elle prépara tout avec minutie. Elle mit dans son sac une copie du dernier jeu de documents, son téléphone désactivé, une lampe torche, une bouteille d'eau et une veste assez large pour dissimuler la peur qui commençait à se loger dans sa nuque. Elle partit à pied, contourna les zones habitées, atteignit le dépôt à l'heure convenue. Le bâtiment, anciennement utilisé pour la maintenance des wagons de marchandises, était rouillé, envahi par les mauvaises herbes et semblait complètement abandonné. Elle entra par une porte latérale déformée par le temps. L'intérieur sentait la graisse sèche et le bois pourri. Des poutres de métal traversèrent la structure, et la lumière du soir se reflétait en bandes dorées à travers les fissures du toit. Julien apparut sans un bruit, surgissant de l'ombre d'un wagon. Il avait maigri. Son visage était plus creusé, sa barbe plus fournie, mais ses yeux, eux, n'avaient pas changé. Il la regarda longtemps, comme s'il n'y croyait pas. « Tu es venu » dit-il simplement. « Tu pensais que je ne viendrais pas ? Je n'étais pas sûr de t'en avoir donné le droit. » Elle s'approcha lentement, le regard fixé sur lui. Ils restèrent silencieux quelques secondes, puis il soupira profondément. « Je suis désolé de t'avoir entraîné là-dedans. Ce n'était pas censé se passer ainsi. Tu ne m'as rien imposé, Julien. Tu as juste frappé à une porte. J'ai fait mes choix. » Il acquiesça, visiblement soulagé par ces mots. « Il faut que je sorte de l'ombre. Pas pour me protéger, mais pour que ce dossier ne soit pas traité comme un acte isolé d'un fou en cavale. Ils vont finir par étouffer l'affaire si je ne parle pas. » Claire hocha la tête. « J'ai une idée. Manon veut organiser une diffusion sécurisée mais visible, un streaming en direct, pendant lequel tu remettras les pièces clés, expliqueras tout depuis le début.
Elles pensent que s'ils te voient en temps réel, avec des preuves, ils ne pourront plus te réduire au silence. Julien resta silencieux, puis il murmura « Il faudra un lieu sûr, un endroit où la connexion sera stable et où je pourrai me montrer sans être capturé immédiatement. » Elle a proposé un studio temporaire chez un ancien confrère, dans une commune reculée près de Mâcon. L'homme est fiable, discret, et il a l'équipement. Julien la regarda avec intensité. « Alors faisons-le, mais on doit y aller cette nuit. » Dès que je reste plus de 2 jours au même endroit, il me repère. Claire hocha la tête, ils fixèrent les derniers détails. Elle repartit la première, empruntant un chemin secondaire. Julien suivrait 1 heure plus tard, par une autre route. La rencontre avec Manon eut lieu dans une ferme réhabilitée, loin des routes principales. L'équipement était prêt, caméras, micros, routeurs sécurisés, alimentation autonome. Ils décidèrent de tout diffuser en direct, sans montage, sans retouche. Julien rédigea une déclaration manuscrite. Claire l'aida à formuler certaines phrases, à ordonner les pièces dans l'ordre chronologique. À 20h30, tout fut prêt. Manon lança le signal. La diffusion commença. Julien apparut à l'écran, assis, calme, les mains croisées sur la table. Il se présenta, raconta son parcours, expliqua les premières alertes qu'il avait émises, les silences, les menaces, les manipulations. Il montra les documents, les graphiques, les enregistrements. Puis il conclut « Je ne suis pas un fugitif. Je suis un citoyen qui a vu l'irréparable et qui a décidé de ne pas se taire. Si aujourd'hui je parle, c'est pour ceux qui ne peuvent plus le faire. » L'émission dura 1 heure. Elle fut retransmise sur plusieurs plateformes, relayée immédiatement par les comptes de journalistes, de militants, de citoyens. Les réactions furent immédiates. L'opinion publique s'enflamma. Les autorités, prises de court, ne purent interrompre la diffusion. Mais elles réagirent vite. 1 heure plus tard, la gendarmerie encercla le lieu. Julien n'opposa aucune résistance. Il se leva, remit les dernières copies de ses dossiers à Manon et se rendit. Claire assista à la scène depuis une pièce voisine, le cœur en miettes. Elle savait que tout était allé trop loin pour reculer. Elle savait aussi que cette arrestation, filmée, documentée, était un levier de plus dans la bataille. Julien ne disparaîtrait pas dans l'oubli. Son visage, ses mots, sa vérité étaient désormais publics, et rien ni personne ne pourrait effacer ce qui avait été vu. Dès les premières minutes suivant l'arrestation de Julien, la vidéo de sa déclaration circulait déjà à une vitesse vertigineuse. En moins de 2 heures, elle dépassa le 1 million de vues sur différentes plateformes, reprise par des journalistes indépendants, partagée par des célébrités engagées, citée dans des émissions de débat en direct. Contrairement à ce qu'espéraient peut-être les autorités, l'arrestation n'étouffa pas le message. Au contraire, elle le rendit encore plus crédible. Le contraste entre le calme de Julien, ses preuves tangibles, et l'image d'une arrestation musclée renforça l'idée qu'il disait la vérité. Il n'avait pas fui, il s'était livré après avoir parlé. Claire suivait tout cela depuis la maison d'un ami de Manon, à une 50aine de kilomètres du lieu de la diffusion. Manon l'y avait conduite elle-même après l'intervention des gendarmes. Elles n'échangèrent que quelques mots durant le trajet, trop conscientes de la gravité du moment. Tout allait maintenant dépendre de la manière dont les preuves seraient traitées, et surtout de la pression populaire. Le lendemain, dès 7 heures du matin, les chaînes d'information en continu commencèrent à diffuser des extraits de la vidéo. Les journaux papier en firent leur une. « Le cri d'alerte d'un ingénieur traqué », titrait Le Monde. « Julien Morel, héros ou imposteur ?» questionnait Le Figaro. Mais aucun ne remettait ouvertement en cause l'authenticité des documents. Les preuves étaient trop nombreuses, trop détaillées, trop concordantes. Et Korenov réagit en urgence. Lors d'une conférence de presse improvisée, un porte-parole déclara que la société prenait ces allégations très au sérieux, mais qu'elle démentait toute dissimulation volontaire et se tenait à la disposition des autorités pour toute enquête. Une déclaration prudente, presque attendue. Mais elle n'eut pas l'effet escompté. En quelques heures, les premiers salariés de l'entreprise contactèrent anonymement des journalistes, confirmant que les pratiques dénoncées étaient connues en interne. Certains avouèrent avoir été contraints de taire des anomalies, d'autres parlèrent de consignes pour manipuler les résultats de prélèvements. Le barrage céda. Le gouvernement, jusque-là silencieux, ne put plus faire l'économie d'une réaction. Un communiqué du ministère de la Transition écologique
annonça l'ouverture immédiate d'une enquête administrative sur les pratiques environnementales d'Ecorénov. Le ministre, invité au journal télévisé de 20 heures, déclara « Si ces faits sont avérés, ils constituent une trahison grave de la confiance du public. » Mais malgré l'agitation officielle, Julien restait en garde à vue. Claire savait que l'étape suivante serait la plus difficile. Le public connaissait maintenant son nom. Les médias l'identifiaient comme la femme qui avait ouvert sa porte à Julien Morel. Les spéculations allèrent bon train. Était-elle une complice depuis le début? Était-elle manipulée? Avait-elle participé activement à la fuite? Son image apparaissait sur les réseaux sociaux. Des journalistes essayaient de retrouver ses proches. D'anciens collègues témoignaient de sa discrétion, de sa réserve. Certains évoquaient même une forme de courage qu'on n'attendait pas. Manon lui proposa alors une option, prendre la parole publiquement, raconter de sa bouche ce qu'elle avait vécu. L'idée terrifia Claire, mais au fond d'elle, elle savait que le silence ne la protégerait plus. L'ombre ne garantissait plus la sécurité. Et surtout, si elle se taisait, d'autres parleraient pour elle, déformant sa vérité. Le surlendemain, Claire accepta une invitation à l'émission « Face à la vérité », un programme regardé par des millions de Français chaque semaine. L'interview fut enregistrée dans un studio discret, mais elle fut diffusée en direct. Assise en face d'une journaliste réputée pour sa rigueur, Claire raconta tout. La nuit de la rencontre, la méfiance initiale, la découverte du visage de Julien à la télévision, le dilemme moral, la peur, les preuves, les décisions, la fuite, les messages, la coopération avec Manon Vallier. Elle ne chercha pas à se faire passer pour une héroïne. Elle parla simplement, avec calme, sans chercher à dramatiser. À la fin de l'interview, la journaliste lui demanda « Et aujourd'hui, que ressentez-vous après tout cela ?» Claire marqua un silence, puis répondit « Je ressens de la fatigue, de l'inquiétude, mais aussi une forme de paix, parce que je sais que je n'ai pas détourné les yeux, et que parfois faire ce qui est juste, même quand c'est difficile, est la seule façon de rester humaine. » Les réactions furent massives. L'émission fut partagée par des dizaines de milliers d'internautes. Les messages de soutien affluèrent. Des gens racontaient leurs propres histoires de silence, de compromission, de peur. Le témoignage de Claire résonnait comme un rappel que l'intégrité peut surgir dans les moments les plus inattendus. Pendant ce temps, l'avocate de Julien déposait une demande de remise en liberté provisoire, arguant que son client s'était livré de son plein gré, avait coopéré, et que sa détention n'était justifiée par aucun risque immédiat. Le procureur, sous pression, accepta l'audience. Elle eut lieu 3 jours plus tard. Claire s'y rendit, discrètement installée au fond de la salle. Julien entra menotté, mais la tête haute. Lorsqu'il croisa son regard, il esquissa un sourire. L'avocate plaida avec rigueur. Elle insista sur le caractère civique du geste de son client, sur l'importance de protéger les lanceurs d'alerte. Le parquet demanda le maintien en détention, évoquant un risque de fuite. Mais les magistrats en décidèrent autrement. Julien fut libéré provisoirement sous contrôle judiciaire, avec interdiction de quitter le territoire et obligation de rester à disposition de la justice. Il sortit du tribunal sous les cris des journalistes, escorté jusqu'à une voiture banalisée. Claire ne chercha pas à le rejoindre. Elle attendit la nuit, puis rentra chez elle, cette maison qu'elle n'avait pas vue depuis des semaines. Elle découvrit que quelqu'un y était passé. La serrure avait été changée. Une note manuscrite l'attendait sur la table. « En sécurité, repose-toi, on veille. » Claire s'assit, ferma les yeux. Elle savait que rien n'était fini. Mais elle savait aussi que le point de bascule avait eu lieu. Plus personne ne pourrait l'arrêter de parler. Et ce monde qu'elle croyait si lisse, si fermé, avait enfin une brèche. Une fissure par laquelle, peut-être, la vérité pourrait continuer à passer. Les jours suivants, la libération provisoire de Julien furent d'une intensité inédite. Chaque heure apportait son lot de rebondissements, de réactions politiques, de nouvelles preuves, de contre-feux médiatiques. La pression sur Ecorénov atteignait son paroxysme. Le parquet national financier avait ouvert une enquête pour corruption, tandis que les agences sanitaires lançaient des inspections surprises sur les différents sites de production de l'entreprise. Des ONG environnementales, jusque-là réduites au silence ou ignorées, virent soudain leurs rapports passés réexaminés, certains devenant même des pièces à conviction dans l'instruction en cours. Julien, bien que surveillé et toujours sous le coup d'une procédure judiciaire, devenait peu à peu un symbole. Son nom était repris dans les slogans des manifestations qui se multipliaient à travers le pays.
Les pancartes portèrent des messages clairs. Justice pour les lanceurs d'alerte. Notre hope à leur profit. Écologie sans compromission. Claire observait cette agitation depuis Annecy, où elle était finalement retournée, mais sans reprendre tout de suite son poste à l'école. Officiellement, elle était en congé prolongé. En réalité, elle vivait cachée à la vue de tous, au centre même de l'histoire. Le soutien populaire la protégeait. Ses anciens élèves, leurs parents, ses collègues, la presse locale, tous suivaient l'affaire avec une attention particulière. Mais Claire savait que l'attention publique pouvait être aussi éphémère que violente. Il fallait continuer à agir, sans se reposer sur les éloges ou la reconnaissance. Ce fut à ce moment que Manon Vallier lui proposa une nouvelle tribune. Intervenir dans une émission télévisée de grande écoute, cette fois non pas pour raconter son histoire, mais pour porter une parole engagée, structurée, orientée vers l'avenir. Pas de format émotionnel, pas de confession. Un discours de citoyenne, lucide, résolu, s'adressant à la société tout entière. Claire hésita. Elle ne se voyait pas comme une porte-parole. Elle n'était ni politicienne, ni militante chevronnée. Mais quelque chose en elle avait changé. Depuis la nuit où elle avait ouvert sa porte à Julien, elle n'avait cessé de faire des choix. Et ce dernier choix, celui de parler à nouveau, était peut-être le plus nécessaire de tous. L'émission fut organisée en direct, dans une ambiance sobre. Claire prit place seule sur le plateau, face à la caméra, sans animateur, sans invité. Pendant 8 minutes, elle parla. Elle expliqua pourquoi elle avait décidé d'ouvrir sa porte, pourquoi elle n'avait pas fui en découvrant qui était vraiment Julien, pourquoi elle avait décidé de protéger les preuves. Elle évoqua les failles du système, l'isolement des lanceurs d'alerte, la passivité des institutions, le silence des grandes entreprises face aux ravages écologiques. Elle termina son intervention ainsi. « Ce que j'ai fait, beaucoup peuvent le faire. Pas pour dénoncer, pas pour briller, mais pour tenir, pour refuser. Refuser la résignation, refuser la peur. Si demain un autre Julien frappe à votre porte, j'espère que vous saurez quoi faire. Parce que se taire, ce n'est plus une option. » Le silence qui suivit la fin de son discours fut immédiatement comblé par l'écho des réseaux sociaux. La vidéo fut partagée des centaines de milliers de fois. Les réactions furent presque unanimement positives. Des enseignants, des médecins, des agriculteurs, des ouvriers, des étudiants, tous témoignaient dans les commentaires d'une même chose. Le besoin d'entendre ce genre de paroles, simples, sans artifice, mais fortes. Le lendemain, Julien lui envoya un message depuis la maison de son avocat. « J'ai vu. Je n'ai pas de mots. Merci de parler pour moi quand moi, je dois encore me taire. » Quelques jours plus tard, les choses prirent un tournant décisif. Les investigations menées par la justice révélèrent des écoutes téléphoniques accablantes entre plusieurs cadres d'Éco-Rénov'. Les transcriptions faisaient apparaître une stratégie délibérée pour masquer la pollution, manipuler les rapports d'audit et discréditer les salariés trop curieux. L'affaire ne pouvait plus être contenue. Plusieurs dirigeants furent convoqués. Certains furent placés en garde à vue. D'autres disparurent des radars médiatiques, partis en congé selon les versions officielles. La pression de la rue atteignit un nouveau sommet. Des manifestations rassemblèrent des dizaines de milliers de personnes à Paris, Lyon, Bordeaux, Toulouse. Des figures politiques prirent position publiquement. Une députée écologiste proposa une loi pour renforcer la protection des lanceurs d'alerte. Claire fut invitée à participer au débat à l'Assemblée. Elle refusa. Elle ne voulait pas devenir une icône. Elle voulait que le sujet dépasse son nom, que le combat soit collectif. Julien, quant à lui, fut entendu à huis clos par les juges d'instruction. Son audition dura plus de 7 heures. À la sortie, son avocat déclara que son client avait remis de nouvelles preuves, encore plus précises, issues de ses années passées dans l'entreprise. Il ne cherchait pas l'impunité, disait-il, mais la justice. Dans les jours qui suivirent, Claire accepta une dernière demande, intervenir dans un lycée de Grenoble, à l'invitation d'une professeure qui voulait aborder avec ses élèves la question de l'éthique et de la désobéissance civile. Elle s'y rendit un matin de printemps devant une classe attentive et silencieuse. Elle ne parla pas d'héroïsme. Elle parla de doute, de solitude, de choix. Elle répondit aux questions des élèves, écouta leurs inquiétudes, leurs espoirs, leur colère face à un monde qui leur semblait souvent impénétrable. Elle termina sa visite avec cette phrase : « Vous n'avez pas à être parfait, mais vous devez essayer d'être juste, même quand c'est inconfortable. » En quittant l'établissement,
un groupe d'élèves l'accompagna jusqu'à la grille. Ils lui dirent merci, pas pour ce qu'elle avait fait, mais pour leur avoir montré que l'impossible peut être affronté. Et que parfois la vérité commence par une simple porte ouverte. 3 mois s'étaient écoulés depuis la diffusion en direct de la déclaration de Julien Morel. 3 mois de tumulte, d'enquêtes croisées, de convocations, d'auditions, de rapports administratifs, de protestations de rue, de publications médiatiques, de débats dans l'hémicycle, de batailles juridiques. 3 mois durant lesquels la société française avait vu émerger une vérité longtemps enfouie sous des strates de bureaucratie et d'intérêts industriels. La justice, souvent lente, s'était cette fois montrée méthodique. Le parquet national financier avait poursuivi l'instruction sans céder aux pressions. Les commissions d'enquête parlementaires avaient auditionné plus de 50 personnes, dont d'anciens salariés d'Ecorénov, des scientifiques, des journalistes et Julien lui-même. Le verdict judiciaire concernant Julien tomba un jeudi matin de juin. Le tribunal correctionnel de Lyon prononça sa relaxe totale, estimant qu'il avait agi dans l'intérêt général, en respectant un devoir moral supérieur à toute obligation contractuelle de confidentialité. Le président du tribunal, dans un exposé particulièrement clair, rappela que la société ne peut pas exiger de ses citoyens qu'ils ferment les yeux sur des pratiques illégales au nom de leur poste ou de leur statut professionnel. Julien sortit du tribunal libre, sans contrainte, sous les applaudissements de centaines de personnes réunies sur la place devant le palais de justice. Claire, restée à l'écart de la foule, observait à distance. Elle n'avait pas besoin d'être au premier rang. Elle savait sans mots que tout ce qui avait été fait avait conduit à cet instant. Le même jour, les sanctions tombèrent du côté d'Ecorénov. L'entreprise fut condamnée à verser des dizaines de millions d'euros d'amende pour infractions environnementales, corruption d'agents publics et mise en danger délibérée de la vie d'autrui. 5 cadres furent condamnés à des peines de prison ferme, 3 autres à des peines avec sursis. L'État, sous la pression publique, s'engagea à renforcer les contrôles environnementaux, à revoir la législation encadrant les pollutions industrielles et à créer un fonds d'indemnisation pour les victimes des contaminations constatées. Un mouvement initié par un homme seul et soutenu par une femme qui n'avait rien demandé, avait fait vaciller un géant. Claire, de son côté, reprit peu à peu une vie ordinaire. Elle retourna enseigner à Annecy, mais choisit de changer de poste. Elle demanda à intégrer un programme éducatif expérimental axé sur l'apprentissage de la citoyenneté, de l'esprit critique et de l'éthique. Elle enseignait désormais à des adolescents des notions de justice, de droits fondamentaux, de responsabilité civique, à travers des cas concrets et des débats en classe. Elle ne parlait jamais directement de son histoire avec Julien. Elle ne la taisait pas non plus. Elle laissait les élèves deviner, poser les questions. Elle répondait avec justesse, sans emphase. Julien, lui, ne chercha pas à capitaliser sur sa notoriété. Il refusa les propositions d'éditeurs, les invitations politiques, les offres de conférenciers. Il choisit de travailler avec une ONG internationale spécialisée dans la transparence écologique, basée à Bruxelles. Il mit ses compétences au service de la formation de nouveaux lanceurs d'alerte, participait à la rédaction de rapports et contribuait à la mise en place de protocoles de protection des données sensibles. Il vivait modestement entre Bruxelles et Lyon, mais passait parfois quelques jours à Annecy. Il ne vivait pas avec Claire. Ils ne formaient pas un couple dans le sens traditionnel du terme. Mais leur lien était intact, peut-être plus fort que toutes les étiquettes. Quand ils se voyaient, c'était simple. Ils se retrouvaient autour d'un café, d'une balade en forêt, d'un déjeuner en silence. Ils parlaient peu de l'affaire. Ils parlèrent de livres, de météo, de projets pédagogiques, de rivières à préserver, de questions absurdes posées par des élèves, de recettes simples. Ils avaient traversé un enfer discret, chacun à leur manière. Ils n'avaient pas besoin de tout revivre. Ils se contentaient de continuer à avancer avec une lucidité partagée. Claire avait changé. Ce n'était pas spectaculaire, mais profond. Elle n'était plus cette femme figée dans le deuil, recluse dans une maison pleine de souvenirs. Elle était devenue une femme qui faisait, qui décidait, qui transmettait. Elle avait trouvé une forme d'équilibre que personne ne pouvait lui enlever. Sa maison avait été rénovée, non pas pour en effacer les traces, mais pour la rendre plus vivante. Elle recevait parfois d'anciens élèves devenus étudiants, ou des collègues curieux de son nouveau programme. Elle n'avait plus peur des regards.
plus peur de la nuit. Un soir de juillet, alors qu'un orage menaçait à l'horizon, Claire s'installa dans son salon avec une tasse de thé. La pluie commença à tomber, d'abord en gouttes timides, puis en rafales denses contre les vitres. Elle regarda la porte d'entrée, celle-là même où, des mois plus tôt, un inconnu avait frappé. Elle sourit, non pas par nostalgie, mais par gratitude. Non pour ce que cette nuit avait détruit, mais pour ce qu'elle avait révélé. Elle se leva, marcha jusqu'à la porte et l'ouvrit. L'air frais entra dans la maison. Elle resta là, debout, les pieds nus sur le parquet, écoutant la pluie. Il n'y avait personne dehors, mais cela n'avait pas d'importance. Ce qu'elle avait appris, c'est que chaque geste, aussi petit soit-il, peut être le point de départ d'un changement immense. Et que parfois, ce qui semble être une fin n'est que le début de quelque chose de plus grand, plus juste, plus vrai. Et ce soir-là, sans bruit, elle referma doucement la porte, en paix.